Alors, quelles sont les actions prévues par l'OMS pour améliorer les statistiques de la diarrhée chez l'enfant? C'est premièrement accroître les tendances positives sur la mortalité, c'est-à-dire de plus en plus améliorer la bonne gestion des complications aiguës, mais également promouvoir la réduction de la morbidité. Ça veut dire réduire le nombre de cas de diarrhée au sein de la population infantile et enfin améliorer les connaissances et les pratiques et de la communauté et des prestataires de soins. Alors, pour arriver à promouvoir la réduction de la morbidité, il y a un accent qui doit être placé sur les facteurs de risque. Et c'est parmi ces facteurs de risque que va intervenir la prévention et le contrôle des infections, ainsi que la bonne alimentation de l'enfant. Alors, les objectifs de notre présentation ce jour, c'est notamment rappeler les fardeaux de la diarrhée chez l'enfant, comme vous venez de le voir. Deuxièmement, c'est rappeler les principaux facteurs de risque de la diarrhée chez un enfant. Nous allons présenter les grands principes de prise en charge. Et là, bien sûr, un accent particulier va être placé sur l'intérêt de la PCI dans les diarrhées de l'enfant. Alors, nous allons peut-être avant d'aborder les aspects épidémiologiques de la maladie, euh, comprendre un peu l'appréhension des participants sur l'entité causale la plus fréquente des diarrhées chez l'enfant, le groupe des germes le plus prévalent dans les diarrhées de l'enfant et bien sûr les facteurs de risque qui favorisent la survenue de la diarrhée chez l'enfant. Pascal, si tu es prêt, tu peux nous balancer. Voilà. Nous venons de passer la barre des 75% des participants. Dr Abdallah, nous attendons votre OK pour partager les résultats. Oui, ça va. Dès qu'on a dépassé la barre de 70, ça va déjà. Je peux partager les résultats. OK. Je sais pas, nous venons de descendre un peu à 68, 69%. Nous attendons une ou deux personnes encore. Oui, je vois. En fait, c'est le nombre de participants. Il y a des participants qui viennent de nous rejoindre. Nous attendons un peu quelqu'un. Bon, peut-être qu'on va partager le résultat maintenant, comme cela. Donc, voilà, le résultat est partagé. Oui, très bien. Donc, 67% des participants citent les infections comme étant la première cause de diarrhée chez l'enfant. Nous pouvons passer à la deuxième question. Est-ce que les gens estiment que les infections sont la première cause de diarrhée chez l'enfant? S'ils peuvent maintenant nous préciser quelle est la principale cause de diarrhée infectieuse chez l'enfant.
Nous sommes à 33%, 48%. Nous venons de dépasser la barre des 70%. Dr. Abdallah, on peut partager le résultat? Oui, les résultats peuvent être partagés. Merci. Nous allons demander une fois de plus aux participants de nous cocher parmi les éléments qui vont s'afficher, lesquels ils estiment être les facteurs qui favorisent la survenue de la diarrhée chez l'enfant. Dr. Abdallah, on vous a pas compris. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons la troisième question qui demande aux participants de nous indiquer parmi les facteurs qui s'affichent, lequel peut être considéré comme étant un facteur qui favorise la survenue de la diarrhée chez l'enfant. Je pense que cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué parce que les participants prennent le temps pour répondre. Oui, oui. Là, nous allons leur accorder un bénéfice de 2 minutes parce qu'il y a plusieurs systèmes. Oui, Conan, nous pouvons partager les résultats. Donc, en termes de facteurs de risque, les participants ont plus indiqué la mauvaise hygiène communautaire à 81% comme étant des facteurs qui favorisent le plus la survenue des diarrhées chez l'enfant. Merci à tous pour cette participation active à ces petites questions. Nous pouvons maintenant poursuivre avec la présentation. Pascal, merci. Alors, du point de vue épidémiologique, euh, les causes de la diarrhée chez l'enfant sont très variables et leur variabilité tient compte des différents stades de développement d'un enfant parce que nous devons rappeler que l'enfant est un être en croissance et en développement permanent. Et l'approche étiologique simplifiée de ces étiologies de la diarrhée distingue 4 grands groupes de causes de la diarrhée. Nous avons en tête les infections, comme la plupart des participants l'ont déclaré. Nous avons les causes alimentaires, nous avons les causes médicamenteuses et nous avons les autres causes parmi lesquelles on peut citer les malformations et même certains processus tumoraux. Alors, pour ce qui est des causes infectieuses,
elles peuvent être entérales comme elles peuvent être parentérales. Et en tête de ces causes infectieuses, nous avons bien sûr les virus, suivis des bactéries, suivis des parasites, et enfin, nous avons les champignons qui clôturent la liste de la prévalence de causes infectieuses. J'insiste sur le fait que cette répartition de prévalence est également variable en fonction des tranches d'âge. Celle que nous présentons ici est celle qui est plus rencontrée chez les enfants de moins de 5 ans, étant donné que c'est cette tranche d'âge qui enregistre également le plus de cas de diarrhée en pédiatrie. Alors, nous n'allons pas trop insister sur les causes alimentaires, qui sont bien sûr les intolérances, les allergies, l'indigestion, l'intoxication. Nous allons beaucoup plus insister sur le facteur des risques. Le facteur des risques de la diarrhée chez l'enfant, c'est notamment le jeune âge. Nous avons évoqué le moins de 5 ans, beaucoup plus encore le moins de 2 ans. Il y a la mauvaise conduite de la diversification alimentaire. Il y a la malnutrition qui peut favoriser la diarrhée chez l'enfant. Nous avons les états d'immunodépression. Il y a également, et surtout ce qui nous intéresse, ce sont les pratiques médicales inadéquates. Et enfin, l'insuffisance des mesures de prévention et de contrôle de l'infection. Parmi ces mesures, nous Docteur avons... Abdallah, désolé, je ne sais pas si vous utilisez un écouteur qui doit avoir un problème, on entend des grésillements. Peut-être que ça vient de l'écouteur, voilà, qui est un peu... Là, vous continuez à avoir les grésillements. Non, là, c'est parfait. Merci, docteur. Là, c'est parfait. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. Là, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je disais, parmi les facteurs de risque, bien sûr, j'étais sur le dernier point, qui est le point, l'objet même de notre exposé de ce jour, c'est l'insuffisance des mesures PCI. Et les mesures PCI les plus insuffisantes qui prédisposent l'enfant à développer, à faire des diarrhées, c'est notamment la vaccination, il y a l'hygiène des mains, il y a l'inaccessibilité à l'eau potable, il y a les périls fécales et bien sûr, il y a un faible assainissement de l'environnement. Diapo suivante. Alors, sur le plan de la pathogénie des diarrhées infectieuses, la transmission peut se faire de deux manières. Nous avons la transmission indirecte, généralement à travers un vecteur qui peut être animé ou inerte, surtout l'eau, qui est un grand vecteur de germes pouvant générer la diarrhée chez l'enfant. Et nous avons la transmission directe qu'on peut qui peut se faire soit par la voie aérienne, à travers certaines infections respiratoires, et également, nous avons la transmission manuportée. Sur le plan des mécanismes de diarrhée infectieuse de l'enfant, nous avons premièrement un dysfonctionnement sécréto-absorptif au niveau du type digestif. Et là, nous pouvons retrouver soit une diarrhée sécrétoire, soit une diarrhée invasive. Et deuxièmement, nous pouvons avoir tout simplement un trouble de la motilité digestive avec un état d'hypermotilité péristaltique qu'on retrouve dans les cas de diarrhée motrice. Et dans la plupart des cas, ces diarrhées motrices sont d'origine parentérale. Alors, lorsque vous recevez un enfant diarrhéique, la première des étapes, c'est arriver à poser les diagnostics positifs de la diarrhée. Et ces diagnostics positifs de la diarrhée se basent essentiellement sur l'anamnèse et l'examen objectif. L'anamnèse, c'est que le parent vous vient avec un motif de consultation qui répond aux critères de définition de la diarrhée que nous avons donné au début de la présentation. Le parent reviendra sur l'histoire qui précède la modification de l'état de l'enfant et à l'examen maintenant objectif du clinicien, nous allons plus nous focaliser sur l'aspect des selles. L'intérêt de cet examen objectif, c'est pour commencer à donner une certaine orientation à la cause de cette diarrhée. Et bien
sûr, on va ressortir la fréquence des selles pour projeter les retentissements de cette diarrhée chez l'enfant. Et en dernier lieu de cette évaluation clinique, c'est arriver à éliminer les autres diagnostics différentiels qui peuvent faire confusion avec la diarrhée chez un enfant. Alors, en ce qui concerne maintenant l'orientation étiologique de la diarrhée, il va être très important que la recherche anamnestique et objectif pardon, des facteurs de risque soit bien fouillée. Et les facteurs associés à la diarrhée qui peuvent donner une bonne orientation vers l'étiologie de cette diarrhée de l'enfant, ça peut être la fièvre, selon qu'elle est présente ou pas, la conduite alimentaire, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, le médicament récemment administré à cet enfant, parce que nous allons nous rappeler, il y a également les diarrhées d'origine médicamenteuse. Rechercher si cette diarrhée de l'enfant est associée au vomissement, savoir si la diarrhée est associée à de douleurs abdominales et bien sûr inspecter ou questionner sur les contenus de sel et savoir si l'enfant a déjà présenté antérieurement d'autres épisodes diarrhéiques et bien sûr en savoir un peu les caractéristiques de ces épisodes. Et de manière pratique, l'orientation étiologique des diarrhées chez l'enfant va se faire en deux grandes entités noso-étiologiques. Pascal, on peut passer à la diapositive suivante. Nous avons deux entités noso-étiologiques. La première, c'est l'entité entérale, ça veut dire toutes les causes de diarrhée dont les points de départ concernent les intestins. Et nous avons les diarrhées parentérales dont les causes sont en dehors du type digestif. Et parmi les causes entérales, viennent en tête les infections, nous avons les causes alimentaires, nous avons les causes médicamenteuses, on peut avoir, dans quelques rares cas, les causes tumorales comme des causes malformatives. Mais dans les causes parentérales, ce sont essentiellement les infections qui viennent en tête. Et parmi ces infections, nous avons les infections respiratoires ainsi que les infections de la sphère ORL. Nous avons les septicémies qui peuvent également occasionner des diarrhées chez l'enfant. Nous avons le paludisme qu'il ne faudrait pas oublier, l'infection urinaire et tant d'autres états infectieux parentéraux que nous pouvons retrouver chez un enfant. Toujours en poursuivant avec l'évaluation de l'enfant diarrhéique, il est important d'apprécier la gravité de sa diarrhée. Il faut savoir que la diarrhée est une affection potentiellement grave devant certains facteurs de risque. Et donc, le plus important pour les cliniciens, c'est de rechercher et de s'informer sur les facteurs de gravité, dont le premier, c'est l'âge. Plus l'enfant est moins âgé, plus la diarrhée est potentiellement grave chez cet enfant, compte tenu de la répartition des liquides du milieu intérieur chez cet enfant. Nous avons la précocité de sevrage, qu'il s'agisse du sevrage partiel, tout comme du sevrage total, lorsqu'ils ont été précoces, ils peuvent constituer un indice de gravité de la diarrhée chez l'enfant. Il y a la gravité des complications, parce que la diarrhée elle-même peut s'associer à des complications. Et la gravité des complications de la diarrhée chez l'enfant peuvent rendre une diarrhée grave ou moins grave. Nous avons les comorbidités, ça veut dire les autres affections ou les terrains de l'enfant. Et un autre élément de gravité de la diarrhée, c'est son caractère épidémique. Et donc ici, nous allons rechercher les liens épidémiologiques de cette diarrhée chez l'enfant qui nous vient en consultation. Alors, parlant des complications de la diarrhée chez l'enfant, elles sont nombreuses, elles sont très variées et leur variabilité est généralement fonction du facteur étiologique. Mais les plus communes et celles qui sont les plus redoutables, nous avons retenu deux complications qui sont presque voisines. La première, c'est la déshydratation
Et la déshydratation comme complication de la diarrhée doit être typée. Et en plus d'être typée, il faudra en déterminer sa gravité. Nous avons en deuxième lieu le trouble hémodynamique qui peuvent aller d'une simple hypoperfusion jusqu'à un état de choc hypovolémique chez l'enfant. Dia suivante, Pascal. Alors, du coup, il est donc indispensable d'évaluer la déshydratation devant un enfant diarrhéique. C'est systématiquement recommandé à ce que les cliniciens évaluent l'état de déshydratation d'un enfant diarrhéique. Et généralement, le paramètre d'évaluation de cette déshydratation varie euh, soit en fonction de l'âge de l'enfant, soit en fonction du niveau de soins, ça veut dire selon qu'on est au niveau dans un centre euh, de premier niveau ou selon qu'on est dans un milieu beaucoup plus spécialisé, mais également cette évaluation de la déshydratation peut tenir compte de la qualification de l'évaluateur. Quand je parle de la qualification, c'est également de son expérience. Mais quel que soit le paramètre utilisé, l'objectif, c'est de classer cette déshydratation en 3 degrés de gravité. Nous avons une déshydratation légère, généralement lorsque, malgré les pertes de l'enfant, il ne présente pas des signes de déshydratation. Nous avons une déshydratation modérée et enfin, nous avons une déshydratation sévère qui, elle aussi, peut être déterminée si elle est associée ou non à un état de trouble hémodynamique. Alors, de manière standard et pour faciliter l'évaluation de la déshydratation à tous les prestataires de soins, il y a 4 paramètres qui sont recommandés d'être évalués. C'est notamment l'état de conscience, l'état de la soif, l'enfoncement des yeux de l'enfant et les plis cutanés abdominaux. Là, c'est une petite image qui essaye de montrer l'interprétation. Je pense que la plupart d'entre nous ont déjà eu à apprécier cela. Comme message clé à noter dans ce paragraphe de l'évaluation de la diarrhée, c'est que le diagnostic positif est principalement clinique. Le diagnostic étiologique a 2 modalités. Soit il peut être entéral, soit il peut être parentéral. La recherche des risques et des gravités est très importante et les complications sont nombreuses, mais dont la déshydratation reste la plus redoutable. Il est donc important que l'évaluation de cette déshydratation soit systématique chez tout enfant présentant une diarrhée. Pascal, on peut passer encore, on peut passer parce que nous voulons aborder maintenant le traitement de la diarrhée de l'enfant. Nous allons une fois de plus demander aux participants de nous indiquer parmi les différents moyens thérapeutiques proposés sur la liste, lesquels leur paraissent prioritaires devant un enfant diarrhéique.
Oui, Conan, nous pouvons clôturer. On est à 64%. Bon, ça fait presque 3 minutes. L'étape de là, vous voyez le résultat? Oui, je viens de voir les résultats. La réhydratation est plébiscitée comme priorité thérapeutique, euh, suivie de l'alimentation adéquate et des autres moyens. Diapo, Pascal, pouvons avancer maintenant. Alors, les traitements de la diarrhée, nous les simplifions ici en termes de principes, presque par rapport à la question que nous venions de poser. Ça veut dire le premier principe dans les traitements de la diarrhée, c'est les traitements préventifs. Bien sûr, la prévention ici, c'est avant que l'enfant ne nous arrive. Et c'est là que la PCI a toute sa place. Le deuxième principe, qui peut être le premier en milieu hospitalier, dès qu'un enfant diarrhéique nous arrive, la priorité thérapeutique, c'est de prévenir la déshydratation. Et pour prévenir cette déshydratation, il faut hydrater correctement l'enfant. Ensuite, il faudra les réhydrater. Généralement, le moyen de réhydratation sont variables selon le niveau de soins. La présentation d'aujourd'hui ne va pas s'appesantir sur la réhydratation d'un enfant diarrhéique. Il faudra gérer les complications associées. Donc, au-delà de la déshydratation, gérer les autres complications associées. Il est important d'arriver à restaurer l'histophysiologie du type digestif. Et c'est là généralement où l'on va recourir à l'administration ou à la supplémentation en sulfate de zinc. Il y a la nécessité de rétablir la consistance et la fréquence de sel. Et enfin, seulement, on peut chercher à écarter les facteurs étiologiques. Cela ne constitue pas une priorité dans la prise en charge de diarrhée de l'enfant. Et en ce moment-là, pour écarter les facteurs étiologiques, nous ferons recours aux agents infectieux. C'est ici qu'il faudra rappeler aux participants que la première cause des diarrhées infectieuses chez l'enfant reste la diarrhée virale. Et du coup, le traitement des diarrhées virales reste un traitement des complications. Donc, on va essentiellement se focaliser sur la réhydratation et les autres principes thérapeutiques sus-évoqués sans forcément chercher à administrer un anti-infectieux, un antimicrobien à l'enfant. Diapo. Alors, parce que nous voulons aborder la place de la PCI maintenant dans cette diarrhée de l'enfant, nous allons demander aux participants, si la technique est avec nous, de nous indiquer les mesures qu'ils estiment indispensables pour la prévention et le contrôle de diarrhée infectieuse de l'enfant. Conan, est-ce possible de nous balancer? Merci. Nous avons 64%. Nous sommes presque à 70. On atteint un peu.
Nous avons juste 64% des participants. Il nous reste encore 11 participants qui n'ont pas encore voté. Nous sommes toujours à 64%, ça bloque. Bon, nous pouvons afficher, vous pouvez afficher les résultats pour qu'on ne puisse pas traîner davantage. Merci. Donc, l'hygiène de main, suivi de l'assainissement et de la vaccination, sont là les mesures que les participants jugent indispensables pour la PCI de la diarrhée de l'enfant. Nous pouvons continuer. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que la PCI dans les diarrhées infantiles, spécifiquement les diarrhées infectieuses de l'enfant, constitue un pilier majeur indispensable pour la réduction de la morbidité diarrhéique. Et elle doit s'appliquer à 3 échelons parce que théoriquement, la PCI s'applique en milieu hospitalier. Mais pour ce qui est des maladies diarrhéiques de l'enfant, il est important que la PCI soit mise en œuvre à 3 échelons. Le premier échelon, c'est le ménage, c'est-à-dire le milieu familial. Le deuxième échelon, c'est la communauté. Et enfin, le troisième échelon va être maintenant les milieux hospitaliers. Alors, au niveau du ménage, la PCI focalise son action sur la famille et l'action de la PCI va reposer principalement sur l'hygiène de main. Et cette hygiène de main, c'est en sensibilisant le ménage sur l'observance des 5 moments importants de lavage de main en famille. Pascal, tu peux d'abord nous faire passer à la diapo suivante, puis nous reviendrons sur celle-ci parce que la diapo, voilà. Là, nous avons essayé de trouver une image qui nous montre les 5 moments essentiels de lavage de main en famille. C'est lorsqu'on quitte les toilettes, c'est lorsqu'on doit manger, c'est lorsqu'on doit préparer la nourriture, c'est lorsqu'on doit alimenter l'enfant et lorsqu'on a fini à servir l'enfant en termes de ses besoins intimes. Nous pouvons retourner à la diapo précédente. La deuxième action sur laquelle doit se reposer la PCI des diarrhées au niveau familial, c'est le traitement de l'eau de boisson. Ensuite, il faudra une bonne conduite alimentaire et enfin, il faudra insister sur la place de l'alimentation saine de l'enfant. Le deuxième échelon de la PCI, c'est la PCI communautaire en ce qui concerne les maladies diarrhéiques de l'enfant. Et cette PCI communautaire, bien sûr, focalise son action sur toute la communauté et elle va recourir principalement à la sensibilisation. Et cette sensibilisation doit porter sur la vaccination optimale. Nous devons savoir qu'il existe des vaccins contre certains agents infectieux les plus responsables. Docteur Abdallah, si vous pouvez vous approcher du micro. Oui, professeur. Deuxième objet de sensibilisation, c'est l'approvisionnement en eau potable au niveau communautaire, un bon assainissement de milieux et une bonne adhésion aux activités de promotion de la santé. C'est notamment les consultations préscolaires et même les déparasitages préventifs intermittents. Et enfin, nous avons l'éducation nutritionnelle qui doit constituer également un sujet de sensibilisation pour prévenir les diarrhées infectieuses de l'enfant en communauté. Enfin, nous avons le troisième échelon de la PCI
dans les maladies diarrhéiques infectieuses de l'enfant, c'est le niveau hospitalier. Et au niveau de l'hôpital, la PCI va focaliser son action sur la rupture de la chaîne de transmission, quel qu'en soit le mode de transmission. Et il y a la recommandation d'observer les précautions standards. Au-delà d'observer les précautions standards, il est toujours important qu'en milieu hospitalier, à chaque occasion d'entrer en contact avec les parents, que nous puissions renforcer la sensibilisation sur les mesures de PCI communautaires et de PCI familiales. Alors, le moyen d'application des précautions standards vont varier suivant les niveaux de soins et les contextes épidémiologiques de la diarrhée de l'enfant. Ici, nous avons 3 niveaux de soins généralement. C'est notamment les centres de santé, les centres périphériques. Nous avons les centres de référence, ce sont les hôpitaux de référence ou les hôpitaux des districts. Et enfin, nous avons les centres spécifiques de traitement qui sont ouverts au cours des épidémies avec certaines lignes de conduite strictes à suivre. Les précautions standards, nous allons devoir continuer, c'est notamment l'hygiène des mains. Oui. J'ai parlé des précautions standards à observer dans le cadre de la PCI hospitalière. C'est en premier l'hygiène de main, les équipements de protection individuelle dont la typologie va varier selon les niveaux de soins et les contextes épidémiologiques. Il y a l'hygiène respiratoire. N'oublions pas ici que la voie aérienne est l'une de voies par laquelle peuvent se transmettre les germes pouvant conduire à une diarrhée de l'enfant. Il y a la prévention des accidents d'exposition au sang, ça reste une des voies directes de transmission. Il y a la bonne gestion des excrétas, il y a la gestion de l'environnement hospitalier et enfin, un bon circuit de déchets dans le milieu hospitalier vont contribuer à une bonne PCI des maladies diarrhéiques infectieuses de l'enfant. En conclusion, ce que nous pouvons retenir, c'est que la diarrhée demeure un problème majeur de santé infantile avec une morbidité qui n'a pas trop changé, bien que la mortalité semble avoir régressé. L'étiologie la plus prépondérante reste l'étiologie infectieuse et la déshydratation représente la complication la plus commune de toutes les diarrhées et la plus redoutable. Le traitement curatif, lorsqu'il est mieux observé, il permet une réduction de la mortalité. Nous venons de voir avec la dernière partie de notre présentation que les mesures PCI, elles semblent être anodines. La plupart des participants vont dire, mais ce sont des choses que nous connaissons, mais ces mesures sont très peu alors observées à tous les niveaux de leur application afin que nous puissions prévenir les maladies diarrhéiques, surtout infectieuses chez l'enfant. Il est donc important que nous puissions tous agir afin de réduire l'ampleur du fardeau des maladies diarrhéiques et cela à moindre coût grâce à la PCI. Je remercie tous les participants pour leur attention. Je vois que Pascal est un peu en retard avec les diapositives, mais voilà, c'est un peu là le contenu global, succinct de notre exposé. Merci. Merci, docteur Aimé, pour l'exposé combien intéressant sur les diarrhées infectieuses de l'enfant. Nous nous excusons auprès de tous les participants pour ce retard à cause des caprices de la technique. Nous n'avons pas pu suivre à temps l'exposé du docteur Aimé à cause de problèmes techniques. Car cela, nous présentons nos excuses. Docteur Abdallah, merci pour cet exposé. Vous avez rappelé
l'intention de l'assistance que la diarrhée demeurait l'un des problèmes majeurs de santé publique et qui intéresse beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans. Vous avez donné le chiffre au niveau mondial, 1,7 million, et les régions du monde où ce problème se montre avec acuité. Vous avez souligné l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, où la diarrhée, la mortalité de la diarrhée représente 1/8 de la mortalité globale chez l'enfant. Parmi les causes évoquées, nous avons les causes virales en tête, suivies des causes bactériennes. Alors, selon l'évaluation, vous avez insisté sur le cheminement de l'anamnèse jusqu'au diagnostic, comment il faut recevoir l'enfant, écouter les parents, ainsi de suite, l'examiner jusqu'au diagnostic positif. Concernant le traitement, le paramètre le plus important du traitement, c'est la réhydratation. Et dans le traitement, vous vous êtes apaisanti sur la prévention et le contrôle des infections et vous avez donné les éléments qu'il faut au niveau de ménage, c'est-à-dire au niveau de la maison, au niveau de la communauté et au niveau de l'hôpital. Toutes les précautions à ces 3 niveaux ont été données et vous avez fini par conclure que la diarrhée restait le problème majeur de santé publique et l'étiologie de la plupart de ces diarrhées demeure infectieuse et comme complication de diarrhée, nous craignons plus la déshydratation qui est la principale complication. À cela, nous disons merci pour cet exposé, encore une fois, Dr Abdallah. Et malgré le temps qui a filé, je pense que nos participants qui ont attendu si longtemps peuvent maintenant poser des questions et échanger entre eux. Merci. La parole est à vous, chers participants. Nous demandons à M. Pascal d'enlever la dernière diapositive pour nous permettre de voir ceux qui posent les questions. Docteur Germain, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour m'accorder la parole. Et je dois dire un gros merci à Dr Abdallah, malgré les problèmes techniques, qu'il ait pu nous présenter d'une manière claire le problème de la diarrhée chez l'enfant. Pédiatre de formation depuis les années 90, je me rends compte que beaucoup de choses nouvelles ont été introduites. Et ma question principalement vise la PCI au niveau communautaire. Donc, docteur Abdallah, bon, je sais que peut-être par manque de temps, a parlé de la vaccination optimale. Je ne sais pas dans le contexte de la RDC, au niveau de la vaccination, qu'est-ce qui est priorisé comme vaccin chez les moins de 2 ans? Je sais que dans le milieu où je suis, c'est un peu différent, mais ma question s'adresse à lui par rapport à cette vaccination optimale. Peut-il nous élaborer un petit peu quel est dans le contexte congolais, comment ça se passe, ou même africain en général? À vous. Docteur Abdallah, vous avez la parole.
Merci, professeur. Merci, docteur Germain Boukassa, un aîné que je connais à travers la lecture. Je dis merci pour le compliment. Pour aller vite à la préoccupation, le vaccin prioritaire que nous retrouvons en RDC, je ne sais pas s'il veut parler du calendrier vaccinal de la RDC ou bien le vaccin qui peuvent prévenir les diarrhées. Docteur Germain, si vous pouvez être explicite sur ce Oui, point-là. tout à fait. Non, non, je vise les vaccins qui peuvent prévenir les diarrhées chez les enfants de moins de 2 ans. Merci. Pour les vaccins qui peuvent prévenir la diarrhée chez les enfants de moins de 2 ans, en ce qui concerne les causes infectieuses entérales, nous avons le vaccin contre le rotavirus, le rotacille, qui a été introduit depuis plus de 3 ans, plus de 5 ans même environ, ici chez nous au pays. Mais ce qui est le plus, ce sont aussi les vaccins des causes parentérales. Parce que nous avons évoqué parmi les causes parentérales les septicémies et les infections respiratoires de manière plus spécifique. Et il y a une gamme de vaccins introduite depuis une dizaine d'années au niveau du pays pour prévenir toutes ces maladies euh, de l'enfant. Mais en ce qui concerne les causes entérales, c'est essentiellement le vaccin contre le rotavirus et il y a le vaccin contre le choléra qui n'est pas encore inclus dans le calendrier vaccinal, mais qui reste dans les activités de vaccination de masse. Merci. Excellent. Permettez, juste à titre d'information, quelle est la couverture vaccinale? Je voulais justement entendre parler du rotavirus. Quelle est la couverture vaccinale, si vous avez une information, et comment est-elle reçue par les parents, étant donné que les enfants ont déjà un calendrier vaccinal assez chargé? À vous. Oui, la couverture vaccinale désagrégée au rotacile seul, je ne saurais peut-être pas la donner sur le champ, mais ce qui est sûr est que cette couverture a évolué. Au début, il y avait cette réticence-là de parents à ces nouveaux vaccins, mais de plus en plus, il y a une bonne adhérence. Bien sûr, nous devons aussi signaler l'impact des infox autour de la vaccination COVID qui ont une fois de plus fait stagner encore cet élan d'amélioration de la couverture vaccinale. Mais de manière globale, les tendances sont positives, mais je n'ai pas les chiffres exacts sur cette couverture vaccinale au rotavirus. Merci. Merci beaucoup, docteur Abdallah et docteur Germain, pour ces questions et éclaircissements autour de cela. Je voudrais demander au docteur Abdallah, est-ce que vous pouvez expliquer à nos participants comment les infections respiratoires entraînent des diarrhées chez l'enfant? Merci professeur pour cette préoccupation. Les infections respiratoires, comme les autres infections extra-entérales, ça veut dire parentérales, sont susceptibles d'entraîner la diarrhée chez l'enfant par le stress septique, généralement. C'est ce stress septique qui entraîne une accélération du péristaltisme digestif avec la conséquence de cette diarrhée motrice que nous allons observer chez les enfants. Mais pour ce qui est plus spécifiquement des infections respiratoires, c'est qu'au-delà de ces stress infectieux, il y a également cette progression par contiguïté. Nous devons retenir les carrefours aérodigestifs qui fait à ce que certains germes de la voie respiratoire colonisent compléter si jamais ça n'a pas été trop clair.
Bien, je pense que vous mettrez l'accent aussi sur les fièvres, hein, toutes les maladies qui entraînent ou qui s'accompagnent de fièvre euh, connaissent aussi des diarrhées chez les enfants. Il y a longtemps que j'ai pratiqué la pédiatrie. Oui, professeur, merci. Bien, nous passons la parole à d'autres participants qui voudraient bien échanger leurs expériences. Il ne faut pas être seulement pédiatre, mais dans votre milieu, dans tout ce que vous faites, vous sauvez pas mal de vies et c'est l'occasion de partager vos expériences avec nous tous. Vous avez la parole. Pascal Tezangui. Oui, merci beaucoup pour la parole. J'ai dit d'abord félicitations au docteur Abdallah pour cette brillante exposé. Bon, je suis peut-être novice dans la matière, mais j'aimerais quand même poser une petite question par rapport à la diarrhée chez les enfants. Alors, docteur Abdallah, j'ai suivi, vous avez présenté divers types de diarrhée. Alors, ma question est de savoir par rapport à l'automédication. Ici, chez nous, en RDC, il y a vraiment une tendance à l'automédication. Quand vous allez dans une pharmacie, alors vous dites au pharmacien que mon enfant a la diarrhée, par exemple, il souffre de la diarrhée, il vous dit, bon, donnez-lui les païdotérins. Alors, quand vous prenez les païdotérins, vous donnez à l'enfant, vous voyez qu'il est guéri. Est-ce qu'on peut dire que ces païdotérins peuvent traiter toutes les sortes de diarrhées? Parce que là, quand vous partez, vous ne savez pas il s'agit de quel type de diarrhée, mais quand vous donnez les médicaments, vous voyez qu'il y a quand même un résultat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant qu'expert, par rapport à ces cas là-bas? Merci beaucoup. Docteur Abdallah, vous pouvez donner votre point de vue à la question de l'ingénieur Pascal. Merci, merci, professeur. Merci, Pascal, pour le compliment et pour cette question pertinente. Avant de revenir à la spécificité de ta question, je tiens d'abord à rappeler qu'en termes d'automédication, il est encouragé seulement l'administration du sulfate de zinc chez tout enfant diarrhéique. L'administration du zinc est autorisée même à domicile. Ça, c'est la règle. Mais tout autre produit en dehors du sulfate de zinc et du sel de réhydratation orale n'est pas conseillé en automédication. Ça, c'est un message que nous pouvons faire passer. Donc, que l'enfant soit guéri de sa diarrhée en prenant du païdotérin, ce n'est pas le païdotérin qui l'a guéri. Là, il est plus que même un placebo, il est même nuisible pour cet enfant. Et bon, parce que on n'est pas dans une discussion médicale, le païdotérin, lui, il peut être utilisé dans les états grippeux, la grippe qui peut être une de cause de la diarrhée. Pour soigner la grippe, oui, c'est la grippe que vous avez soignée, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le païdotérin qui a arrêté la diarrhée de l'enfant. Et donc, le grand conseil que moi je recommande, c'est que vous avez un enfant qui fait la diarrhée. La première des choses, trouvez-lui du sérum oral
Deuxième de choses, commencer avec l'administration du sulfate de zinc. S'il n'y a pas amendement de la fréquence des sels ou de la consistance des sels, il faut aller vers le centre le plus proche. Et à partir de là, on va procéder à l'évaluation de la déshydratation pour rapidement éviter à ce que l'enfant présente des risques de gravité de la maladie. Merci. Merci, docteur Abdallah, pour ces conseils. Et nous allons passer la parole au docteur Swad pour nous donner son expérience. Docteur Swad, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, je félicite l'orateur pour la pertinence de la présentation. Elle est très riche. Je voudrais parler de la vaccination hépatite A. Nous avons passé en Tunisie, nous avons enregistré plusieurs épidémies à hépatite A. Comme vous saviez tous que l'origine virale du diarrhée est le plus fréquent. Et l'hépatite A est parmi les pathologies qui donnent des diarrhées chez les enfants. Et en Tunisie, nous avons enregistré des épidémies, surtout en milieu scolaire au sud de la Tunisie les 10 dernières années. Et pour cerner les épidémies, nous avons utilisé comme riposte vaccination des contacts. On vaccine les contacts par le vaccin de l'hépatite A et c'était une expérience très réussie pour cerner les épidémies. Et à cette conséquence-là, nous avons intégré le vaccin hépatite A au calendrier vaccinal obligatoire au milieu scolaire. Donc, à l'âge de 6 ans, les enfants à la rentrée scolaire, ils seront vaccinés par le vaccin hépatite A. Et comme ça, nous avons enregistré seulement des cas sporadiques, seulement des cas d'hépatite A, pas d'épidémie. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que cette expérience, est-ce que le vaccin hépatite A été intégré dans d'autres pays de l'Afrique ou pas, comme la Tunisie? Merci, docteur Swad. Je pose la question aux pédiatres et les autres professionnels de la santé si cette pratique de la vaccination contre l'hépatite A est courante ailleurs. Merci. Docteur Germain. Merci beaucoup, Dr. Swad. Je vous remercie pour relever cette information. Moi, je partage cette expérience de l'hépatite A, pas en Afrique, mais ici au Canada. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec les communautés autochtones dans le nord du Canada. Et effectivement, dans ces mêmes régions, étant donné la fréquence ou la prévalence, la haute prévalence du virus de l'hépatite A, ça a été introduit aussi dans la vaccination, dans le calendrier vaccinal, pas dans le tout jeune âge, mais surtout en milieu scolaire. Et je viens du Soudan du Sud. Malheureusement, ce n'est pas l'hépatite A, mais c'est l'hépatite E. C'était la première fois de ma vie aussi que j'entendais parler de ce type de virus. Malheureusement, c'est juste en cas d'épidémie, comme il y a des épidémies d'hépatite E dans les zones où on a relevé le choléra. Il y a beaucoup de cas de choléra au Soudan du Sud, surtout particulièrement vers le nord, proche de la frontière avec le Soudan. Là aussi, on est en train d'essayer de vacciner plus, mais on n'a pas introduit ce vaccin de l'hépatite E dans le calendrier vaccinal régulier, qui n'est pas très, très fonctionnel dans ce pays-là, malheureusement. Voilà, c'est ça le peu d'informations que je voulais ajouter. À vous. Merci beaucoup, docteur Germain. Docteur Abdallah, est-ce que dans le pays, est-ce que vous avez une information sur le calendrier vaccinal introduisant les vaccins contre l'hépatite A? Merci, professeur. Merci au docteur Swad. Nous, dans notre calendrier vaccinal, c'est le vaccin contre l'hépatite B.
qui est dans notre calendrier vaccinal. Contre l'hépatite A, c'est pas encore d'actualité. Ça se donne en privé. C'est pas dans le PEV de routine. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas un problème de santé publique? Euh, bon, pour l'instant, tant que nous n'avons pas encore... Parce que là, il faut un système de surveillance. Un système de surveillance des maladies diarrhéiques au niveau national. Pour l'instant, cela n'est pas encore relevé, mais certainement qu'il peut y avoir également des cas. Il peut y avoir des cas peut-être qui ne se présentent pas en termes de flambée épidémique pour attirer l'attention des prestataires et des décideurs du secteur de la santé. Mais ça reste pertinent. Ça reste pertinent étant donné que c'est déjà notifié dans d'autres cieux. L'enfant congolais n'est pas un enfant spécial pour ne pas être à risque de cette diarrhée à hépatite A. Mais en pratique clinique, il nous arrive d'avoir quelques cas sporadiques d'enfants qui font des diarrhées à hépatite. Mais c'est moi, dans ma petite pratique, j'en ai eu au moins une dizaine de manière très éloignée. C'est pas une série de cas. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Mathias. Monsieur Mathias, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Je félicite vraiment pour son brillant exposé. J'avais une préoccupation. Parmi les maladies parasitaires, nous avons le paludisme. Et en cas de paludisme, il est soutenu que le paludisme entraîne parfois des diarrhées chez l'enfant. Je voudrais savoir si, en cas de paludisme, il y a l'anémie, si l'anémie peut exacerber cette diarrhée. Merci. Docteur Abdallah. Merci Mathias pour la question. Merci pour le compliment. Il est dit à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est une question paludisme. J'aurais préféré que ce soit le professeur qui donne un point de vue là-dessus. Professeur. Merci pour me renvoyer la question. Oui, j'ai la pratique sur le paludisme, mais pas nécessairement chez les enfants. Je me suis focalisé beaucoup plus chez les adultes, mais est-il que les enfants et la femme enceinte nous ont intéressés à un moment donné de nos recherches. Je peux dire, comme je fais remarquer il y a quelques instants, que la plupart des maladies qui s'accompagnent de fièvre peuvent occasionner de diarrhée chez le plus jeune enfant. Voilà la réponse que je peux réserver à cette question. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Docteur Aimé qui m'a envoyé la question. Il a voulu savoir, aussi... il a voulu savoir si Oui. l'anémie exacerbait au cours du paludisme. Oui. Non, 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 non. Non, non, non. Que je sache, non. L'anémie, non. Je peux me tromper, mais que je sache, non. Merci, professeur. Merci, docteur Abdallah. OK. Avec la question de Monsieur Mathias, je pense que nous allons mettre fin à cette session et je remercie encore une fois tous les participants pour l'intérêt qu'ils ont eu pour venir assister à cette session et surtout contribuer avec des apports très intéressants. Nous vous fixons rendez-vous encore une fois
le vendredi prochain où nous aurons un autre pédiatre qui va nous parler des problèmes de microbiote et des postbiotiques dans la prévention des infections du tube digestif chez l'enfant. Bien, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite, selon les horizons, bonne soirée à certains et encore bon après-midi à ceux qui sont sur le continent américain. Je dis à plus et au revoir. Merci beaucoup, professeur. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.